On se retrouve dans cette vidéo pour tout simplement une FAQ. Comme prévu, je réponds à toutes vos questions que vous me posez, soit par mail, en commentaire, sur le métier de secrétaire et plus précisément le métier de secrétaire indépendante. Donc si tu m'as posé une question, reste bien jusqu'au bout pour voir si cette vidéo contient ta réponse. Et par contre, si tu as plein de questions mais que tu n'as pas encore osé écrire, laisse un commentaire, envoie-moi un email et j'y répondrai dans la prochaine vidéo. C'est parti, on commence tout de suite les questions. Avant toute chose, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour voir les prochaines vidéos et à t'inscrire aux emails privés pour recevoir tous mes conseils dans ta boîte mail. Alors, on commence avec la première question de la part de Francine qui m'écrit quelles sont les bonnes qualités pour être secrétaire bureautique. Donc, par principe, en tout cas c'est mon avis, secrétaire bureautique finalement c'est en fait secrétaire administratif, c'est secrétaire de manière générale et donc c'est avoir les bases du secrétariat. Mais donc là elle me demande les qualités et donc moi je pense que c'est surtout sur la manière d'être pour être, on va dire, une bonne secrétaire bureautique. Donc personnellement, je pense qu'il faut avoir de manière générale une bonne organisation, savoir gérer les priorités, avoir un bon contact, être sociable finalement de manière générale et toujours être pleine d'initiative. Mais ça c'est, je pense, comme dans beaucoup de métiers, donc rien d'exceptionnel jusque-là. Mais de manière générale, il va falloir avoir les qualités en fait d'une secrétaire de manière générale. Donc ça, il me semble que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, donc je vais peut-être la mettre là-haut pour que vous puissiez aller la voir. Et ensuite, bien évidemment, quand on parle de secrétaire bureautique, forcément, il va falloir maîtriser les outils informatiques et donc on va forcément penser à tout ce qui va être les traitements de texte, les tableurs, internet de manière générale, finalement tout ce qui est outils informatiques et qui va être nécessaire à l'exercice de l'activité. Et donc ça va dépendre aussi forcément du domaine dans lequel la secrétaire va être en poste, va intervenir. Donc ça sera à préciser en fonction en fait, du lieu où tu travailleras. Et ensuite, pour aller un petit peu plus loin, bien évidemment, une secrétaire doit savoir s'exprimer correctement, parler, en l'occurrence en France, français, doit s'exprimer correctement. Finalement, voilà, tout ce qui paraît assez normal et basique pour exercer un métier de lettres, en fait, finalement. Donc, on va retrouver aussi le classement. Bref, tout ce qui est, en fait, les bases du secrétariat pour pouvoir exercer concrètement ce métier. Ok, deuxième question qui est posée par Sonia, qui aimerait avoir plus d'informations sur le fait de devenir secrétaire indépendante. Donc apparemment, tu as un BEP métier du secrétariat, un bac pro service et un titre professionnel d'agent de voyage. Donc déjà, niveau diplôme, c'est très bien. Donc maman de 2 enfants et donc tu as arrêté de travailler pour pouvoir t'occuper de tes enfants. Et si j'ai bien compris, maintenant tu souhaites pouvoir te remettre au travail mais garder forcément la liberté de pouvoir t'occuper de tes enfants et donc de travailler de chez toi. Donc bien évidemment, pour ça, le secrétariat indépendant, c'est en fait, c'est un énorme avantage pour pouvoir s'occuper plus facilement de ses enfants pendant qu'on travaille. Et donc, elle a écrit, au début, je voulais faire une formation d'assistante virtuelle, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi car il faut être un peu plus spécialisée sur les réseaux sociaux et elle n'est pas du tout à l'aise. Donc là, c'est bien parce qu'on voit vraiment la différence entre le métier d'assistante virtuelle et le métier de secrétaire indépendante. C'est vrai qu'être assistante virtuelle, c'est aussi extrêmement intéressant parce qu'on travaille à distance et qu'on n'est vraiment que sur du distance, ce qui est différent du coup avec secrétaire indépendante où on peut faire un petit peu des deux, intervenir à distance ou sur site. Mais c'est vrai qu'assistante virtuelle est beaucoup plus axée sur tout ce qui est digital et ce n'est pas forcément le cas du métier de secrétaire indépendante. Donc là, il faut aussi, quand vous faites votre projet, quand vous vous posez toutes ces questions, de bien vérifier ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise parce que ça peut marquer toute la différence et en l'occurrence, assistante virtuelle peut ne pas être fait pour vous si vous n'êtes pas à l'aise dans en fait finalement dans tout ce qui est digital. Donc voilà, donc ça c'est bien de le faire remarquer. Je suis tombée sur une de vos vidéos et j'ai tout de suite accroché.
merci beaucoup, donc c'est très gentil. Du coup, j'aimerais avoir un peu plus de renseignements au sujet de votre formation, car même si j'ai mes diplômes, cela fait un petit moment que je n'ai pas travaillé et j'aimerais me remettre un peu dans le bain. Donc, quelques renseignements sur ma formation. Alors déjà, laquelle? Parce que j'en ai fait plusieurs et tout va dépendre des besoins précis en fait pour le projet. Ça peut être une formation sur développer certaines compétences en particulier. Ça peut être des formations sur la recherche de clients. Ça peut être des formations sur finalement la rédaction de certains documents nécessaires à l'exercice du métier. Ça peut être aussi tout simplement d'avoir finalement un fil conducteur pour savoir exactement quelle démarche effectuer pour aboutir et arriver jusqu'à la finalité du projet. Donc tout ça en fait, va dépendre exactement de ce dont tu as clairement besoin pour avancer dans ton projet. Donc je remets encore une fois le lien dans la description pour accéder à l'ensemble de mes formations qui sont toutes détaillées et qui permettent finalement de savoir exactement ce à quoi elle va répondre concrètement la formation en fonction du choix et du besoin de chacune. Donc Sonia, je te laisse aller voir directement et ensuite, une fois que tu auras sélectionné une formation ou plusieurs qui pourraient répondre à tes besoins, tu peux revenir vers moi pour que je réponde à d'autres questions plus précisément sur l'une des formations que tu auras choisies. Alors là, j'ai une question de d'Ariane qui me dit je viens de visionner ta dernière vidéo dans laquelle tu réponds aux questions qui te sont posées et j'aimerais aussi t'en poser une pour la prochaine. Donc ça y est, on y est, c'est ta question. Donc tout d'abord, je ne suis pas encore secrétaire indépendante, mais je compte débuter bientôt. Ok. Ensuite, je connais déjà mon public cible ainsi que les prestations que je veux proposer. Cependant, je suis actuellement en poste et je finis mes journées de salariat à 16h30. D'accord ? Étant en pleine phase de préparation de mon activité, j'aimerais savoir comment expliquer à mes futurs clients qu'ils ne pourront me contacter qu'en fin de journée ou bien par mail. Et il y en aura toujours certains qui appelleront au cours de la journée. Or, la clause de non-concurrence qui me lie à mon employeur m'empêchera de répondre au cours de la journée et je pourrais paraître peu sérieuse aux yeux des clients. Voilà, j'aimerais principalement savoir comment gérer ça étant donné que j'exercerai en tant que secrétaire indépendante principalement les soirs et week-ends, sans majoration de mes horaires, de mes honoraires. De plus, la majorité des secrétaires proposent la permanence téléphonique, ce que je ne pourrais pas non plus assurer. Comment faire pour ne pas perdre de potentiels futurs clients à cause de ça? Ok, donc première chose, déjà, le fait que tu aies une clause de non-concurrence qui te lie à ton employeur, là tu me précises que tu vas quand même le faire, mais que c'est juste en cours de journée sur tes horaires de travail. Donc ça, d'accord, mais j'espère que tu as bien vérifié que ça ne t'empêchait pas de le faire tout court en fait, parce que c'est parfois pas que sur le temps de travail. Sur le temps de travail, c'est même, j'ai envie de dire, une évidence qu'on ne va pas exercer notre activité pendant notre temps de travail avec notre employeur. Donc ça c'est assez évident, mais la clause de non-concurrence, il faut que tu vérifies qu'elle ne t'empêche pas complètement de lancer ton activité à côté. Donc ça c'était juste la petite précision à vérifier quand même. Ensuite, tu termines à 16h30. Donc moi je trouve que franchement c'est cool de finir assez tôt. Donc tu auras encore du temps derrière pour pouvoir t'occuper de tes futurs clients. Donc ça c'est bien. Après, en ce qui concerne le fait de ne pas pouvoir répondre, déjà il faut savoir, vraiment la première chose, c'est qu'on n'est pas obligé d'être à la merci de nos clients. On n'est pas obligé d'être à leur disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu peux avoir des restrictions horaires parce que même si, par exemple, ce n'était pas ton employeur, mais que tu étais chez un autre client à un moment dans la journée, tu ne peux pas forcément répondre à chaque fois à tout le monde en fait, concrètement, parce que c'est une preuve de respect aussi pour le client pour lequel tu es en train de travailler. Donc si le futur client ou le prospect ou quelle que soit finalement la situation avec cette personne, tu n'es pas obligé en fait de répondre constamment au téléphone. Si la personne veut vraiment t'avoir au téléphone, elle te laissera un message ou elle t'enverra un email d'elle-même. Ça c'est, moi je pense que ce n'est pas du tout une difficulté. En tout cas, je le redis encore une fois, j'ai commencé de cette manière et ça ne m'a pas empêché d'avoir des clients et qu'ils comprennent que je n'étais pas à leur disposition.
c'est aussi quand on peut répondre qu'on répond. Donc sur ça, tu peux très bien les prévenir qu'ils te laissent un message si tu ne réponds pas, qu'ils t'envoient des SMS, parce que personnellement, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que les SMS. On a l'info tout de suite sur notre téléphone et on connaît l'urgence ou non. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Ou sinon, de leur dire qu'ils t'envoient un email et que tu y réponds dès que tu es disponible. Et en l'occurrence, tu finis à 4h30, la réponse, elle n'arrivera pas très tardivement. Au pire des cas, tu as peut-être au moins une pause pour déjeuner. Donc tu as un moment dans la journée, à mon avis, où tu dois pouvoir faire une petite pause pour jeter un œil. Donc moi, je ne pense pas que ça soit un gros problème, une grosse difficulté en tout cas. Tu vas pouvoir le surmonter, ça sera pas compliqué. Enfin, je pense que ça sera même moins compliqué que ce que tu l'imagines. Donc ne t'inquiète pas sur ça et ça ne te paraîtra pas moins sérieuse pour autant. Donc voilà, ça pour moi c'est pas du tout une difficulté, ne t'inquiète pas là-dessus. Ensuite, très bien que tu dises que tu vas exercer les soirées week-end sans majorer ton taux horaire ou en tout cas tes tarifs, parce que c'est pas les clients qui te demandent de travailler dans ces moments-là, en fait c'est toi qui as ce temps-là, donc ça c'est très bien. Et ensuite tu me parles de la permanence téléphonique. Franchement, c'est pas une obligation de faire de la permanence téléphonique quand on est secrétaire indépendante. Donc si c'est pas une prestation que tu as envie de réaliser ou en tout cas que tu ne peux pas réaliser, c'est pas grave. Tous les clients n'ont pas besoin de ça. Donc sur ça, moi je pense pas que ça va te faire perdre de la clientèle si c'est pas la clientèle que tu vises. Voilà, après c'est toujours pareil, il faut que tu sois sûr de ta cible client. Et là tu me dis que tu connais déjà ta cible. Si ta cible n'a pas besoin de cette prestation, en fait c'est pas grave, ça ne pose aucune difficulté. J'espère que j'ai répondu à ta question. Si jamais tu avais besoin d'autres informations, n'hésite pas à revenir vers moi. Alors ensuite, autre question de Dominique qui me pose une question. Bon, il y a tout un texte avant, je ne vais pas tout lire. C'est pour me donner toutes les infos avant de pouvoir répondre. Donc c'est un petit récap de sa situation. La question même, je pense que c'est... donc elle me demande si elle est à temps partiel. Elle a tous ses vendredis et elle me demande si je pense que dans un premier temps, elle va pouvoir lancer son activité en étant disponible uniquement cette journée-là. Donc concrètement, c'est un petit peu ce que je viens de répondre à Dariane. Finalement, tu as déjà une journée complète. C'est encore mieux en plus, c'est en semaine, c'est pas forcément que le week-end ou le soir. Franchement, c'est super bien. Forcément, au départ, quand tu commences, tu n'as pas des appels toutes les 2 minutes et tu n'as pas 50 clients à gérer. Il va falloir déjà que tu trouves ton premier client. Ton premier client, tu lui diras que tu es disponible ce jour-là. Et il n'est pas obligé de savoir que tu as qu'un client ou que tu as un autre travail. C'est pas du tout obligatoire. Mais tu peux lui dire que c'est ta seule disponibilité finalement dans ton planning. Et en principe, ça ne devrait pas poser de difficulté. Surtout que d'après ce que tu me dis, tu veux travailler à distance. Donc moi je pense que c'est largement suffisant quand on commence. Une fois que tu auras commencé à avoir ta première clientèle, tu vas pouvoir voir comment ça se passe et comme tu me l'as demandé finalement, tu me l'as dit un petit peu plus haut dans ton mail, que tu as finalement un petit peu peur de quitter ton emploi salarié, de la régularité de ton salaire, etc. Tu vas pouvoir comme ça du coup voir si ça prend, si ça fonctionne et finalement changer en douceur sans vraiment te mettre, sans vraiment que ce soit trop brusque et que ça te stresse beaucoup trop puisque tu vas pouvoir laisser le temps au temps et prendre de nouvelles habitudes et finalement voir si c'est vraiment fait pour toi et si ça fonctionne comme tu l'espérais. Donc moi je trouve que d'avoir une journée entière c'est très bien, surtout au tout début et quand on a encore un emploi c'est suffisant pour démarrer. Ensuite, tu me demandes si tu dois te former davantage sur un secteur précis car tu n'as pas de connaissances dans le milieu juridique, médical, commercial et BTP parce que tu m'as dit que tu travaillais en banque. Donc, en fait, honnêtement, tout va dépendre de ce que tu veux faire. Soit tu restes dans le milieu de la banque, tu arrives à trouver un endroit où tu peux être utile sur le domaine de la banque. Ou alors, dans ces cas-là, il y a un autre domaine qui t'intéresse et
fonce pour te former dans le domaine en particulier qui t'intéresse et pour pouvoir répondre aux besoins de ta cible. Ça, c'est pas une obligation. Tu n'es pas obligé de savoir répondre à tout le monde. Bien au contraire, il faut que tu cibles à qui tu veux parler, à qui tu veux apporter ton aide et pour qui tu veux être utile concrètement. Donc sélectionne ce qui t'intéresse, ce que tu as envie concrètement de faire. Donc dernier petit mot pour toi, parce que moi j'ai lu ton mail en entier et je veux juste t'encourager. Il n'y a pas d'âge pour se lancer, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de faire. Il faut juste que tu oses le faire et que tu crois encore une fois en toi et en ton projet pour pouvoir continuer toujours d'avancer vers tes objectifs et finalement de te sentir heureuse pour éviter en fait, d'atteindre ce fameux burn-out qui est à la limite chez beaucoup de personnes. Donc il faut savoir s'écouter et faire les choix qui sont bons pour nous. Donc vraiment je t'encourage à le faire si c'est quelque chose qui est très important pour toi et d'oser te lancer et d'avoir confiance en toi. Alors là on a un mail de Anne-Marie qui me dit qu'elle a envie de se lancer en tant que secrétaire indépendante et qui me demande des conseils avisés pour qu'elle puisse se lancer. Donc déjà mon premier conseil, et ça je vous le conseille à toutes, si vous avez besoin au quotidien d'avoir des informations sur le métier de secrétaire indépendante, d'avoir des renseignements, des conseils, des astuces, d'être motivé et finalement de recevoir toujours une énergie positive tous les jours dans votre boîte mail, je vous envoie un email qui regroupe en fait toute la valeur que je peux vous apporter avec des thématiques toutes les semaines qui sont vraiment utiles à beaucoup. Je reçois beaucoup de retours sur les emails privés que j'envoie et ça aide beaucoup de secrétaires indépendantes et j'en suis ravie. Donc si c'est ton cas, si tu veux vraiment avoir un maximum de conseils tous les jours, pouvoir piocher vraiment sur ce qui est utile à toi en particulier, viens t'inscrire sur ma liste email pour recevoir mes emails privés tous les jours dans ta boîte mail à midi en plus pendant ta pause déjeuner. Comme ça tu fais une petite pause, tu lis mon mail et normalement à la fin ça te redonne le sourire. Donc ça c'était mon premier conseil. Ensuite, pour pouvoir te lancer assez sereinement. Donc là, toi, tu me dis que tu es en Côte d'Ivoire. Donc, je ne sais pas comment ça se passe là-bas, mais déjà, la première chose qui, je pense, est assez universelle, c'est de savoir exactement quel type d'activité tu veux. Qu'est-ce que tu veux, en fait, concrètement créer. Il faut que tu sois en accord avec l'activité que tu vas avoir. Donc, il faut que ta cible client soit en accord avec ce que tu as envie de proposer pour aider tes clients, en fait, pour être utile. Donc, sélectionne déjà la première chose, la cible client de ton activité, à qui tu veux rendre service, pour qui tu veux intervenir. Et tout ça, tu vas pouvoir en fait le trouver en fonction déjà de tes envies, parce que c'est extrêmement important, il faut se sentir bien et en accord avec ce qu'on fait, et aussi en fonction bien évidemment de tes compétences, de tes qualités, etc. Donc ça c'est le premier conseil que je peux te donner pour pouvoir te lancer sereinement, parce que si tu sélectionnes bien ta cible et que tu sais y répondre à ses besoins, ça va aller beaucoup plus vite en fait, parce que tu vas savoir comment la prospecter, où la prospecter, et pouvoir rapidement répondre à ses besoins quand ce sera le moment en fait d'y aller, et tu seras beaucoup moins stressé en plus. Donc ça c'est vraiment mon conseil numéro 1, vraiment sur tout ce qui va être interne à ton activité, c'est vraiment d'être en accord avec toi-même, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc j'espère que ça te sera utile et encore une fois, voilà, n'hésitez pas à venir vous inscrire aux emails privés pour obtenir un maximum de conseils et de bonne humeur, tout simplement. Alors, on va faire une dernière question parce que je pense que sinon la vidéo va être trop longue et les prochaines questions, j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Donc, dernière question de Joachim, si je ne dis pas de bêtises sur le nom parce que des fois il n'y a pas de signature. S'il vous plaît, signez vos mails, comme ça je sais quel est votre prénom. Donc, salut Émilie, merci pour tes conseils. Qu'est-ce que veut dire exactement chiffre d'affaires? C'est quoi exactement? Alors là, quand on débute dans l'entrepreneuriat, on n'a aucune base et c'est normal. Donc la question du chiffre d'affaires, c'est évident en fait. Il faut la poser parce qu'il y en a beaucoup qui finalement ne savent pas exactement ce que c'est un chiffre d'affaires et pensent en fait que c'est leur revenu. Sauf que là, c'est carrément une énorme erreur en fait de penser que ça va être le revenu
qu'on va se verser. Non, le chiffre d'affaires, c'est concrètement toutes les sommes d'argent qu'on va encaisser par l'intermédiaire de nos prestations. Nos clients vont nous payer sur présentation de nos factures, par exemple. Donc, c'est toutes les sommes d'argent qu'on va encaisser. Mais on ne va pas pouvoir utiliser tout cet argent comme bon nous semble. Non, même si on est en micro-entreprise, etc. Non, ça reste quand même le chiffre d'affaires, la somme totale de nos encaissements. Sur ça, et avant de pouvoir se faire un revenu, il va falloir déduire toutes vos charges et tous vos frais qui concernent votre activité. Donc finalement, c'est tous les encaissements sur le compte de l'activité avant de payer tout ce qu'on a à payer quand on est entrepreneur finalement. Donc ce chiffre d'affaires, il correspond bien finalement à ce qui a été vendu par l'activité. Donc c'est toutes les sommes qui ont été encaissées avant déduction des impôts, des charges, des frais de l'entreprise de manière générale. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'ai répondu à combien de questions du coup? 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai répondu à 5 questions aujourd'hui dans cette vidéo. Si, donc je le redis, si vous avez besoin d'avoir des réponses à certaines questions et que je suis en mesure de vous y répondre, je le ferai avec grand plaisir. Donc n'hésite pas à laisser un commentaire, à m'envoyer un email et la réponse à ta question sera très certainement dans une des prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura été utile. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos si ce n'est pas encore fait et à t'inscrire aux emails privés pour recevoir tous mes conseils dans ta boîte mail. À bientôt dans une prochaine vidéo.